Voici Singapour il y a 54 ans, lors de sa création. Et voici Singapour aujourd'hui. Cette ville-État symbolise parfaitement l'ultra-urbanisation et l'explosion démographique que le monde a connue et connaîtra de plus en plus. La ville est passée de 1,2 million d'habitants à 5,5 millions d'habitants en seulement une soixantaine d'années. Que ce soit à Shanghai, Londres, New York ou New Delhi, cette tendance se vérifie à travers le monde. La croissance démographique va de pair avec celle de l'urbanisation et les conséquences premières de cet étalement urbain sont la réduction des terres cultivables ainsi que l'augmentation des bouches à nourrir. En réponse à cette problématique, des citoyens du monde entier développent des initiatives que l'on appelle aujourd'hui l'agriculture urbaine. Ces initiatives sont très diverses. Certaines ont un but purement commercial, d'autres plus pédagogiques ou encore environnemental. Mais toutes ont en commun le but de végétaliser les villes et traduisent en réalité d'un besoin de reconnexion avec la nature. Singapour, de par sa surpopulation et son ultra-urbanisation, est donc un exemple parfait pour comprendre les différents intérêts de l'agriculture urbaine. C'est pourquoi nous sommes partis à la rencontre des acteurs de ce mouvement. Avec un taux d'urbanisation proche des 100%, la raréfaction des terres agricoles est telle que la ville-État est contrainte d'importer la quasi-totalité de son alimentation. Singapour importe 95% de sa nourriture. Certes, ils ont quelques fermes, mais c'est un territoire très pauvre en terres agricoles. Ils n'ont pas la place pour faire de l'agriculture. Comme l'explique Robbie, Singapour dispose d'une très faible résilience alimentaire. Celle-ci est comblée par des partenariats économiques majeurs avec certains pays afin d'assurer un apport alimentaire suffisant et continu pour nourrir les 5,5 millions de résidents singapouriens. Les principales sources d'approvisionnement pour Singapour, c'est la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Australie ou l'Europe. Mais l'Australie est un gros fournisseur. Cette situation est néanmoins loin d'être idéale car elle place Singapour dans une position de dépendance croissante vis-à-vis des pays exportateurs, engendrant des problématiques d'ordre économique dans un premier temps, mais également social et environnemental. En effet, la stratégie de Singapour, qui consiste à multiplier les sources d'approvisionnement en nourriture, permet de réduire les risques de pénurie. Mais cette dépendance n'est en rien un atout économique, bien au contraire. Cela complique le contrôle du coût et de la disponibilité des produits alimentaires en cas de crise chez l'un des pays exportateurs. L'exemple de 2007 est criant de vérité. Les prix de la nourriture ont en moyenne augmenté de 12% dû à des sécheresses dans les pays exportateurs et à l'augmentation du prix du pétrole à l'échelle mondiale, qui a rendu les importations plus chères. Et en ce qui concerne le contrôle de la qualité des produits, comment dire, c'est forcément plus compliqué lorsque ça vient de l'extérieur. Si on dépend à 90% de nos importations et que les autres pays commencent à utiliser leurs terres pour leur industrie, alors ils produiront moins et il est évident qu'ils distribueront les produits chez eux en premier. Ou disons qu'il y a des inondations ou des sécheresses, alors on est dans un sale pétrin. Quand on importe des fruits et des légumes, on ne sait pas s'ils contiennent des pesticides, insecticides ou autres produits. On mange des substances inconnues sans le savoir. En fait, le gouvernement prend de plus en plus en compte cette question. Il réalise que c'est un gros problème, parce que même s'ils prétendent que nous sommes l'un des pays les plus sécurisés du monde en termes de nourriture, nous ne le sommes pas du tout. N'importe quel choc pourrait mettre à mal nos chances de survie. Nos réserves s'élèvent seulement à l'équivalent de 3 mois de riz, et ce n'est définitivement pas suffisant. Vous l'aurez compris, la sécurité alimentaire représente un véritable enjeu pour Singapour, notamment pour son impact économique. Conscients de ces problématiques, voyons désormais comment les citoyens se sont emparés de ce sujet. Nous avons rencontré Darren Equifen, qui nous parle d'exemples de réussite économique et de sécurité alimentaire liés à l'agriculture urbaine. Le modèle que l'on vise est celui d'une multitude de petites fermes à travers la ville. Chaque ferme se concentrant sur nourrir les citoyens vivant autour d'elle et le surplus allant aux communautés voisines. La gestion de ces fermes sera centralisée, avec 1 ou 2 centres d'opération disposant de personnel hautement qualifié, travaillant étroitement avec le personnel présent sur les fermes afin de partager leurs connaissances et leur savoir-faire. Ainsi, vous avez un flot continu d'informations et le moindre problème peut être réglé rapidement. Nos ambitions, d'ici 3 ou 4 ans, c'est d'avoir 4 à 8 hectares de surface cultivable sur les toits de Singapour. Et je ne parle même pas des cultures en intérieur.
Je pense que le potentiel est énorme. Il y a ce monsieur qui fait pousser des fruits et des légumes dans son corridor. Et chaque semaine, il récolte l'équivalent de 50 kilos de nourriture. En plus, c'est un restaurateur, donc il utilise sa récolte pour préparer ses plats et il lui reste même durable. Je me suis dit, mon Dieu, il doit apprendre à tout le monde sa façon de faire. Car si tous les gens qui ont un petit corridor font ça, on pourrait nourrir presque tous les gens qui veulent manger des légumes. Ces exemples ont permis d'identifier 2 impacts économiques positifs liés à l'agriculture urbaine. Le développement d'une activité commerciale permet la création d'une nouvelle source de revenus, mais aussi un gain de pouvoir d'achat pour les particuliers qui pratiquent l'agriculture urbaine de manière individuelle. De ce fait, l'agriculture urbaine est également créatrice d'emplois. Pour nous, c'est aussi un moyen de donner du travail aux personnes en marge à Singapour. Le travail requis sur la ferme est très simple. Et comme de plus en plus de gens perdent leur travail car ils sont remplacés par des machines, le travail dans les fermes peut devenir un moyen de les réemployer malgré cela. On a 12 employés sur notre ferme. 3 d'entre nous sommes formés à l'agriculture. On s'est formés en Australie ou en Belgique. On a aussi 2 anciens chefs, dont un qui fait des études d'ingénieur. Celui qui s'occupe des champignons vient de l'industrie médiatique. Celui qui s'occupe des jeunes pousses étudiait la logistique. Notre commercial travaillait comme chef de relations publiques au gouvernement et maintenant, elle est en charge de nos produits. Et notre coordinateur événementiel était manager de l'équipe marketing chez Lego. On a donc des étudiants, des personnes au milieu de leur carrière et même des gens qui viennent de milieux dont je n'ai jamais entendu parler avant. On comprend donc que l'agriculture urbaine permet de créer des emplois directement au sein des fermes. Mais son impact ne se limite pas là. Le développement de ce nouveau marché permet également de créer de nombreux emplois indirects. Il est une source d'innovation technique, comme des capteurs connectés pour automatiser ou analyser le travail sur la ferme, des applications pour smartphones ou encore des équipements pour produire sa nourriture chez soi, mais également des innovations plus conceptuelles comme des restaurants qui produisent leurs propres aliments, des marchés de producteurs locaux, des magasins en circuit court ou encore des formations. On ne peut pas cultiver dans un si petit pays. Avec l'Aerospring Garden, on a essayé de créer une solution qui nous permet de le faire. Et pour vous donner un exemple de notre impact, on sait qu'on a vendu à peu près 1000 machines à Singapour cette année. Supposons que nos machines peuvent produire autour de 2 kg d'aliments par semaine, alors 72 tonnes de fruits et légumes ont été produits cette année dans des Aerospring Gardens. Citizen Farm représente un certain modèle d'agriculture urbaine. C'est un modèle fluide qui s'adapte aux besoins des villes. On essaie de fournir une solution aux problèmes existants dans la ville aujourd'hui. On a donc commencé par identifier ces problèmes. Singapour est une ville qui importe 90% de sa nourriture et en plus de cela, le gaspillage alimentaire est extrêmement répandu. Toutes sortes de gaspillage. Des déchets de cuisine aux aliments qui ne sont pas vendables de par leur taille ou leur apparence. Cela génère des tonnes de nourriture gaspillée. Mais comment peut-on faire de ces déchets une matière première et ramener ces déchets dans le cycle de production alimentaire ? C'est cela notre premier pilier. Et la solution la plus naturelle que nous avons trouvée, ce sont les insectes. En fait, si vous avez 1000 insectes, vous pouvez transformer 1 tonne de déchets en matière première. Plus vous avez d'insectes, plus vous êtes performant. Nous, on utilise les mouches soldats noirs, qui digèrent les aliments et créent de la nourriture pour les animaux, que l'on peut intégrer à des fermes normales ou utiliser comme nourriture pour une ferme en aquaponie, pour nourrir les poissons par exemple. On crée donc une boucle vertueuse à partir de ces déchets. On a créé l'entreprise en 2011. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des fermes partout dans Singapour qui produisent essentiellement du poisson, des fruits de mer et des légumes. Parfois, on nous demande aussi des poulets. Je sais pas pourquoi, peut-être pour embêter les voisins. Alors, on leur trouve un poulet.
qu'on appelle cet endroit l'Urban Farm, car c'est une petite ferme dans une grande ville. Ici, on fournit tout le nécessaire pour que les gens puissent venir et cultiver leurs propres légumes. Surtout des jeunes pousses, car l'espace est très limité. On vend aussi des graines, des herbes et de l'équipement de jardinage. On constate donc que c'est un véritable nouveau marché qui se crée et qui démontre tout l'intérêt de l'agriculture urbaine d'un point de vue économique. De plus, l'impact peut aussi se ressentir au niveau international pour la ville. En effet, en étant la première ville intelligente proposant un modèle de smart agriculture, Singapour pourrait rayonner dans le monde et ainsi continuer à attirer chercheurs et investisseurs étrangers. En utilisant les technologies dont on dispose, on pourrait construire un immeuble de 24 étages en verre qui utiliserait un système de désalinisation pour se fournir en eau. On pourrait y élever des poissons ou des huîtres. Et comme c'est en verre, on peut utiliser la lumière du soleil pour faire pousser des végétaux et utiliser l'eau pour un système aquaponique. Donc en théorie, chaque partie de Singapour pourrait avoir son immeuble, qui serait en quelque sorte une usine, qui produit assez de nourriture pour nourrir son quartier, disons 10 000 personnes. Ce n'est pas impossible. On a le climat, on a la pluie, 2,4 mètres cubes de précipitations par an en moyenne, on a la technologie, mais avons-nous l'envie ? En fait, on pourrait être les pionniers d'un mode de vie durable, et on pourrait vendre les technologies et notre savoir-faire au reste du monde. Si on ne le fait pas, les pays du Moyen-Orient le feront avant nous. Dubaï, par exemple, sait qu'il n'y aura bientôt plus de pétrole, donc il se prépare pour le futur. Singapour a donc tout intérêt à se spécialiser dans un domaine comme l'agriculture urbaine, pour ensuite exporter et vendre son modèle. Dans l'optique de devenir la ville intelligente de référence à l'échelle mondiale, Singapour pourrait ainsi faire de l'agriculture urbaine un argument de plus. Nous l'avons vu, l'impact économique de l'agriculture urbaine n'est pas négligeable. Elle permet de créer des emplois, favorise l'innovation, offre un rayonnement international, mais surtout, elle a un impact positif sur le pouvoir d'achat des citoyens. En revanche, ce n'est pas le seul avantage de l'agriculture urbaine. Singapour importe la majeure partie de sa nourriture car c'est la solution la plus simple. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'il n'y a pas que le côté économique qui compte quand on parle de production alimentaire. Il y a aussi une valeur humaine et sociétale. Qu'est-ce que tu apprends quand tu fais pousser tes aliments ? Tu apprends un cycle. La différence, c'est que tu ne fais pas que manger. Tu prends soin des plantes, tu les arroses, les nourris, tu les récoltes puis tu les cuisines. Tout ce que tu n'utilises pas, tu le remets dans la terre. Et tu comprends le cycle. Tu n'as plus envie de gaspiller. Donc je pense que ce que tu apprends lorsque tu es au contact de la nature, c'est ce cycle et cet écosystème dans lequel on vit. On a trop longtemps éduqué nos enfants pour qu'ils pensent que winner takes all. Winner takes all signifie que seulement une personne gagne, les autres meurent. Mais lorsque les autres meurent, cette personne qui avait gagné meurt aussi. Au fil de nos rencontres, nous avons découvert l'ampleur du mouvement et la communauté qui l'anime. Nous avons partagé des repas, des aventures et des discussions avec des personnes de tous les horizons aux quatre coins de la ville. En partageant leur quotidien, nous avons pu comprendre l'impact positif de l'agriculture urbaine d'un point de vue social. Que ce soit en créant des espaces végétalisés, des lieux de vie permettant aux citoyens de se rassembler, en éduquant les futures générations aux intérêts d'une alimentation saine ou à l'impact du gaspillage alimentaire, tout ceci contribue à améliorer la cohésion sociale et permet une meilleure qualité de vie. Il y a toutes sortes de plantes qui ont différentes fonctionnalités et qui peuvent être placées dans différents endroits. Ce que le gouvernement étudie en ce moment, c'est la mise en place de jardins partagés, et c'est un bon premier pas. Cependant, ces jardins ne sont pas obligés de produire de la nourriture, mais certains le font. Plus le temps passe, plus il me semble que les différents jardins s'équilibrent entre ceux qui fournissent de la nourriture et ceux réservés aux loisirs, tout en créant un sentiment d'appartenance à une communauté, que nous avons perdu au fil des années en cherchant à devenir une mégalopole. Alors peut-être que l'agriculture urbaine et les jardins partagés seront un moyen pour rassembler la société et les communautés. L'enseignement du jardinage est un programme d'éducation dans lequel nous inculquons aux étudiants les 3 valeurs principales de l'école qui sont
le respect, la responsabilité et la résilience. Les étudiants y apprennent comment servir leur communauté. Cette communauté est en fait représentée par leurs camarades qui reçoivent une aide financière. Pour les aider, les étudiants doivent lever des fonds. Pour lever ces fonds, les étudiants apprennent à cultiver des légumes, puis après un mois, lorsqu'ils ont enfin récolté leur production, ils la vendent au marché des agriculteurs qui a lieu ici, dans ce jardin qui devient un marché. Lorsque les clients arrivent ici, nous leur fournissons une expérience que l'on appelle de la ferme à la table, le concept de récolte à la demande. You know all the HDB housing blocks. We have all those multi-story car parks. Vous savez, dans nos logements sociaux, nous avons tous ces parkings à plusieurs étages. Et elle a 2 étages de ce parking pour son jardin partagé. Et elle reçoit des personnes qui ont peu de revenus et reçoivent une ration alimentaire. Elle les reçoit et leur apprend à cultiver leur propre nourriture. Et à la fin, la récolte est pour eux. Mais l'idée, c'est surtout que lorsqu'ils n'auront plus besoin de la ration de nourriture, ils auront quand même gagné une compétence qu'ils auront pour toujours. C'est donc un investissement sur eux-mêmes et aussi la formation d'une communauté. Comme ça, à chaque fois qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un, ils savent qu'ils peuvent aller au jardin. La plupart des personnes âgées se sentent seules, car leurs enfants travaillent ou font des études. Alors ils peuvent venir ici le matin. On les encourage à venir, même si c'est pour 10 minutes, au moins ils sont heureux. Ils viennent ici pour faire du travail manuel, du landscaping. Ici, c'est un endroit intergénérationnel. On a des écoles maternelles qui viennent, des étudiants. Les plus vieux apprennent aux plus jeunes comment faire pousser la nourriture. On a aussi un programme où les familles pauvres contribuent 2 heures de leur temps ici et reçoivent un coupon qu'ils peuvent échanger contre l'équivalent de $90 de nourriture. Du riz, de l'huile. Ils habitent à 2 pas d'ici. There is a focus for the Singapore government on sustainability and food safety. Le gouvernement singapourien se concentre sur le développement durable et la sécurité alimentaire. Et donc la culture en hydroponie, la culture verticale et l'agriculture urbaine, tous ces sujets sont une priorité pour le gouvernement singapourien. Nous avons aussi des programmes spéciaux pour aider les écoles de Singapour. Et on a vendu le système Aerospring à au moins 8 ou 9 écoles à Singapour. J'ai fait des ateliers pour les professeurs d'école, pour leur apprendre comment apprendre aux enfants. C'est un super produit éducatif car il suffit d'enlever une plante et on peut étudier le système des racines de la meilleure façon possible pour les enfants. Jardiner réduit le stress. C'est méditatif d'être entouré de plantes, de voir comment la nature évolue. Il y a un début, un milieu et une fin dans la vie d'une plante. Et la voir grandir et s'épanouir vous procure une certaine satisfaction. Et je pense que partager ça, partager le fruit de votre labeur avec vos voisins ou vos amis, cuisiner ensemble avec ce que vous avez fait pousser, c'est quelque chose que l'on devrait se réapproprier. On devrait retourner vers ce sentiment d'appartenance, de communauté. Je fais pousser trop de ceci, tu fais pousser trop de cela. Faisons un échange. On a aussi des jeunes en centre de rétention, des délinquants mineurs. Au lieu d'aller en prison, ils viennent ici, ils apprennent une compétence. On leur apprend à jardiner. Ensuite, ils vont dans des orphelinats et construisent des jardins pour les enfants. Donc, depuis qu'on a cet espace, beaucoup d'opportunités se sont présentées à nous. On a parfois des maisons de retraite ou des enfants qui ont des difficultés de concentration. Ils viennent et apprennent une compétence. Nous l'aurons compris, la nourriture permet de rassembler les gens et créer du lien social. Son caractère vital a toujours influencé d'une manière ou d'une autre l'organisation de nos sociétés. De Rome à Athènes, en passant par Constantinople, ces grandes villes ont émergé là où l'eau et la nourriture étaient présentes en abondance.
Dans les métropoles comme Singapour, cette caractéristique auparavant évidente a aujourd'hui complètement disparu. C'est pourquoi nous considérons que toute politique visant à réintroduire ce lien entre les citoyens d'une ville et leur alimentation est bénéfique. Voyons donc comment les pouvoirs publics singapouriens et ses habitants tentent de s'en rapprocher. Le maire étant un fan de jardinage, il a installé de nombreux jardins partagés dans notre arrondissement. Le mien en est un, mais il y en a plus d'une vingtaine au total dans cette résidence. Alors, quand on l'a contacté pour savoir s'il y avait des espaces que l'on pouvait utiliser pour faire de l'agriculture urbaine, il nous a répondu qu'il était en train de repenser notre arrondissement. Alors, si on voulait, on pouvait travailler ensemble sur cette idée. C'est comme ça que nous avons commencé le projet. À la base, cet endroit était une jungle. Alors, il a libéré l'espace et ensuite, nous nous sommes occupés du reste, c'est-à-dire la structure du lieu, les plantes et le concept. En échange, ce que nous faisons, c'est que nous redistribuons 40% de la récolte provenant de notre ferme verticale à un fonds d'aide aux étudiants dans le besoin. Ça a commencé au palais présidentiel il y a 1 an. Et l'idée lui est venue d'ouvrir une partie du palais au public pour qu'il puisse le découvrir et en profiter. Elle s'est dit, il y a de très beaux jardins, alors je vais commencer par inviter des personnes volontaires pour venir faire du jardinage. Alors on leur a écrit, et vendredi prochain, nous serons là-bas pour la rencontrer et commencer à jardiner ensemble. C'est un très bon feeling que de se dire que le gouvernement peut nous inspirer. Et juste ouvrir une partie du palais au public permet de nous faire sentir plus connectés avec le gouvernement. Même si c'est peu, je suis très excitée à l'idée d'être là-bas, avec eux. Ils ont sûrement de très bons jardiniers au palais, qui peuvent nous transmettre tous les savoirs. Mais c'est plus qu'on se dit « Oh, nous allons au palais présidentiel pour jardiner ». Et ça permet de créer une vraie connexion qui donne le sentiment qu'ils veulent que vous fassiez pousser des légumes, que vous soyez inspirés par ça. En tout cas, je suis très excitée à l'idée d'y aller. Il existe d'ores et déjà des groupes de locaux, des organisations, qui promeuvent une production alimentaire plus locale, qui encouragent les gens à cultiver eux-mêmes, et si le gouvernement peut mettre en place les outils permettant aux gens de cultiver partout à Singapour, alors ce serait génial. Tout le monde, à vrai dire. Citoyens, gouvernement, multinationales, tout le monde doit travailler ensemble. Personne ne peut travailler seul dans son coin. Nous l'aurons compris à travers ces différents exemples, la mise en place de politiques telles que la promotion de l'agriculture urbaine ne peut se faire que par une volonté commune et une coopération active de l'ensemble des acteurs, des citoyens aux membres du gouvernement. Une volonté générale et la poursuite d'un objectif commun sont par essence des facteurs de cohésion sociale. Mais l'impact le plus direct de l'agriculture est sûrement sur l'aspect environnemental. Ça fait plaisir de voir que ces dernières années, de plus en plus de personnes sont intéressées par produire leur propre alimentation. Mais j'espère qu'ils le font en utilisant des pratiques qui sont bonnes pour l'environnement. En tant qu'humain, on ne peut pas juste dire « je vais utiliser cette méthode car elle est plus productive ». Nous devons être vigilants à ce que nos pratiques soient respectueuses de l'environnement. Et c'est pourquoi j'essaie de promouvoir cette méthode, l'agriculture naturelle. En effet, la réintroduction de la nature au cœur des villes est un élément positif du point de vue environnemental. C'est en fait une opportunité pour ramener de la biodiversité au cœur des villes, donc d'avoir un impact sur l'écosystème urbain, la qualité des sols et la pollution en général. De plus, la plupart des réglementations mises en place concernant les enjeux environnementaux sont souvent restrictives pour les différentes industries. L'agriculture urbaine pourrait permettre d'y répondre de façon ludique tout en bénéficiant d'une image positive. Mais il est important de noter les dérives de certaines pratiques de l'agriculture urbaine, qui utilisent les technologies à outrance et développent des projets tellement énergivores qui perdent tout leur intérêt d'un point de vue environnemental. On sait que les technologies sont de plus en plus présentes dans notre vie de tous les jours, et donc également dans l'agriculture urbaine. Alors comment peut-on concilier utilisation des technologies et respect de l'environnement ? Par rapport à ce que je vois aujourd'hui, les fermes hautement technologiques nécessitent beaucoup d'intrants qui, au final, se transformeront en déchets. Après un cycle de culture, tout sera rejeté.
Ils ont besoin de beaucoup d'apports en énergie, en intrants et en matériel. Du fait de la structure, c'est un bâtiment fermé, la faune ne peut pas y pénétrer. Singapour est un pays tropical, un pays chaud. Lorsque le soleil brille, cela crée un effet de serre. Et ils doivent donc utiliser des machines pour limiter la température à l'intérieur. La ventilation utilise beaucoup d'énergie, et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'apports en énergie et en intrants. Les légumes qui ne poussent pas dans un environnement naturel, selon moi, ne contiennent pas l'intégralité des phytonutriments possibles. Les Français utilisent un terme. Je vais essayer de le prononcer. En fait, cela réfère à tous les facteurs environnementaux et biologiques présents lorsque le raisin a poussé. Alors si l'environnement n'est pas bon, la qualité du raisin ne sera pas bonne et le goût, les saveurs du vin ne seront pas bonnes. Je ne peux pas imaginer un vin fait de raisins cultivés en hydroponie. Existe-t-il du vin fait à partir de raisins cultivés en hydroponie? Je ne pense pas. Ce ne serait pas très bon, je pense. Alors cette même logique peut être appliquée aux fruits et aux légumes que nous mangeons. Le goût, les senteurs et les saveurs dépendent beaucoup des facteurs environnementaux naturels. L'air, l'eau, le sol, la faune, etc. Tout cela impacte le goût et la qualité des récoltes. Toutes ces technologies sont compliquées à manipuler, c'est assez technique. Et ce que les gens oublient d'expliquer à propos de l'hydroponie, c'est que c'est purement basé sur l'utilisation de produits chimiques. Entre 12 et 14 différents produits au total. Ils ne peuvent pas exactement mesurer quel nutriment a été consommé et continuellement rajouter des produits, car cela peut atteindre un niveau toxique. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour contrôler cela est de jeter l'intégralité de la solution dans les canalisations, qui finit donc dans la mer, puis dans les airs, et crée toutes sortes de problèmes de pollution des eaux. Mais vaut-il mieux cultiver en hydroponie des produits en Belgique et les importer par avion jusqu'à Singapour? Au moins, si vous les produisez à Singapour, vous réduisez considérablement les kilomètres dus au transport. Alors, je dirais que les technologies peuvent aider. C'est un outil. Mais nous devons rester vigilants et il faut comprendre que ce n'est pas juste un produit magique qui résout tous les problèmes. Une technologie qui résout un problème, souvent en crée un aussi. Il y a énormément de bonnes solutions. Personnellement, je choisirais l'aquaponie, qui consiste à utiliser les bactéries plutôt que des produits chimiques pour donner tous les nutriments aux plantes. Mais c'est plus compliqué. C'est tellement plus simple d'ajouter une combinaison de produits chimiques dans de l'eau plutôt que de garder vos poissons vivants. C'est un véritable équilibre. Vous devez seulement utiliser la technologie lorsqu'elle peut vous sauver la vie. Pour l'agriculture urbaine, oui, c'est vrai. Parce qu'on est à Singapour, nous n'avons pas de terre. Alors nous devons produire de manière verticale. Physique, biologie et chimie peuvent vous aider. Mais si on y réfléchit, le mieux serait de combiner nature et technologie. Souvent, la technologie va à l'encontre de la nature. Si la technologie ne vient pas aider la nature, elle ne devrait même pas être utilisée. La nature devrait toujours être la priorité et ensuite vient la technologie. C'est en quelque sorte la vision de notre ferme. C'est un équilibre constant. Nous l'avons vu, l'utilisation des technologies peut permettre de produire en circuit court et donc de réduire les émissions de CO2 liées au transport. Mais alors que l'utilisation de ces technologies permet parfois une meilleure rentabilité et des productions optimales, les acteurs doivent veiller à les utiliser judicieusement, c'est-à-dire lorsqu'elles sont nécessaires. Il serait en effet contradictoire de ne compter que sur les technologies pour mettre en place des solutions censées aider la nature. Au fil de nos rencontres, Singapour fut souvent comparé à une jungle urbaine où nature et urbanisation cohabitent. Cette caractéristique de l'archipel est très chère aux habitants et au gouvernement, qui tient véritablement à conserver ce patrimoine naturel au cœur de la ville.
On l'appelle la ville-jardin, et c'était bien pour les 20-30 premières années. Mais maintenant, nous devrions être une ville potager. Les parcs devraient avoir des arbres fruitiers, et nous devrions avoir des bacs où chacun pourrait venir cultiver ses propres légumes. Et peut-être même les trottoirs. Laisser les gens se les réapproprier. Nous devons laisser les citoyens être acteurs plutôt que toujours compter sur le gouvernement. Étroitement liée à l'agriculture urbaine, l'amélioration de la gestion des déchets représente là aussi un atout considérable pour une ville. Avec 700 millions de tonnes de plastique jetées à Singapour juste en 2017, en partie dû aux emballages des aliments, ce problème est lui aussi de taille pour la ville. Les déchets alimentaires sont eux aussi considérables. Vous vous souvenez quand on parlait des enjeux économiques ? Eh bien, en plus de générer énormément de pollution, le gaspillage a une autre conséquence : vous faire perdre de l'argent. C'est exactement ce que j'essaye de faire pour être honnête, réutiliser les déchets. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant, juste cela me semble être le moyen le plus intelligent. J'y crois et c'est pour ça que je le fais. Il y aura toujours des déchets alimentaires, vous ne pouvez pas l'empêcher complètement. Vous pouvez le réduire au minimum, mais il ne va pas disparaître. Simplement parce que dans les déchets alimentaires, il y a une part que nous ne mangeons pas. Ça utilise énormément de ressources. Ce type de réutilisation parfaite des déchets tels que les gens le présentent n'arrivera jamais. Donc vous devez avoir un système cyclique qui réutilise les déchets, même ceux qu'il crée lui-même. Ce qui est exactement ce que j'essaye de faire. C'est selon moi le meilleur moyen pour cultiver à Singapour. Et pas seulement à Singapour, pour le monde entier en général. Nous devons utiliser de moins en moins d'énergie, être de moins en moins dépendants des énergies fossiles et créer des systèmes plus résilients basés sur l'harmonie avec la nature. Grâce à ma formation en permaculture, je me penche plus vers une approche low-tech et nous devrions nous diriger vers une économie qui utilise moins d'énergie, moins de technologie. Car en faisant comme cela, notre dépendance en énergie fossile diminuera et nous aurons moins besoin d'en importer. Le fait est que les zones urbaines et les villes sont généralement très préjudiciables pour l'environnement naturel. On essaye d'entasser tellement de gens dans les villes qu'il nous faut énormément de ressources venant de l'extérieur pour nourrir la ville. Donc on épuise l'environnement alentour au point que la ville devient presque un parasite pour la nature. Nous l'avons vu au fil des différentes interventions, l'agriculture urbaine peut avoir de nombreux impacts positifs sur l'environnement. En effet, ces pratiques permettent une dépollution naturelle des sols et de l'air, tout en favorisant un retour de la biodiversité au cœur des villes. Ces enjeux, on le sait, sont primordiaux pour l'amélioration de la viabilité des villes et donc leur attractivité. En parlant de développement urbain, voici comment les acteurs de l'agriculture urbaine à Singapour conçoivent le futur de leur ville. J'essaie de créer un environnement dans lequel la culture est possible, où la biodiversité prend vie, mais aussi pour la vie au-dessus du sol, les libellules, les abeilles, les papillons et ainsi de suite, pour qu'ils puissent vivre ici paisiblement. Et ça me permet d'avoir de bonnes récoltes. C'est bon pour tout le monde, pas juste les humains, mais les autres créatures aussi. Ainsi, j'espère que l'environnement ici va s'améliorer et les gens pourront venir pour en profiter, voir les papillons, voir les plantes pousser, les abeilles, mais aussi les belles fleurs, de bonnes odeurs, etc. Voilà ce que j'essaye de faire. Pendant que nous produisons de la nourriture pour notre propre consommation, nous devons aussi prendre soin de l'environnement. Durant les 50 dernières années, nous avons fait tant de mal à l'environnement. Cultiver est une chance pour nous de rendre service à la nature, un service écologique. Nous offrons un environnement favorable au développement de la faune pendant que nous produisons de la nourriture. Réintégrer le carbone présent dans l'air, dans les sols. Le changement climatique est principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone en fait partie et cause des problèmes. Alors oui, nous devons réduire les émissions de carbone, arrêter d'utiliser tant de pétrole. Mais dans le même temps, nous devons aussi remettre dans le sol le carbone qui est déjà présent dans l'air.
Et cultiver est en fait le bon moyen de le faire. Parce que quand vous cultivez, vous réintégrez le carbone dans le sol. Vous aidez donc à résoudre ce problème. Au lieu de juste réduire les émissions de carbone dans l'air, nous devons remettre dans le sol le carbone déjà présent dans l'air. Nous devons faire les deux en même temps. Et espérons-le, les générations futures n'auront plus à subir ce problème. La ville idéale pour moi, nous avons déjà tous les logements publics déployés par le gouvernement, dans lesquels les toits et d'autres espaces sont disponibles pour des jardins partagés. Je pense que mettre en place des jardins partagés, dans lesquels vous enseignez aux jeunes ou aux personnes âgées à devenir des agriculteurs urbains, qui leur permettrait d'avoir une sorte de permis de conduire pour l'agriculture urbaine, et ensuite développer ces jardins ailleurs. On pourrait avoir des jardins avec 20, voire 50 systèmes comme ceci, qui permettraient de fournir abondamment des légumes et fruits frais aux habitants du bâtiment ou de la résidence autour de ces jardins. Cette même idée pourrait être appliquée aux condominiums. Vous pourriez également le faire dans certaines parties des parcs publics. Il y en a un juste derrière et vous pourriez utiliser un quart du parc pour y installer un jardin partagé, qui serait contrôlé par le gouvernement, dans lequel les citoyens pourraient venir et louer une partie de ce jardin pour cultiver. Je pense que c'est le bon moyen de le faire. De multiples fermes au cœur de la ville, plutôt qu'une immense ferme en dehors de la ville. Ce que nous souhaitons n'est pas une immense ferme qui permet d'approvisionner toute la ville, mais plutôt une multitude de fermes, de petites fermes, qui sont proches des lieux de vie et qui peuvent équitablement fournir les citoyens, les nourrir. Des fermes qui sont proches des lieux de vie pour être véritablement intégrées à la communauté. C'est ce style de futur que nous visons, où des fermes sont proches des citoyens, le passage de la ferme à l'assiette est bien plus court qu'actuellement, plus harmonieux. Des fermes dans lesquelles vous avez beaucoup de personnel très qualifié pour les gérer, où ce n'est plus qu'une question de feeling, mais plutôt savoir exactement quelles sont les meilleures pratiques d'un point de vue scientifique, couplées avec des connaissances personnelles, pour l'évaluation des besoins des plantes. Avez-vous entendu parler du concept de rurbanisation, rural et urbain, réunis? C'est une question de design. Je pense que nous pouvons designer des villes dans lesquelles la campagne peut être au cœur des zones urbaines. Comme ça, les citoyens vivent autour des fermes. Ils ne sont pas des agriculteurs, mais vivent autour des fermes et peuvent donc s'approvisionner en nourriture, au moins 20% de leurs besoins. Ces modèles de villes sont loin d'être purement utopiques. De nombreux exemples d'éco-villages ou de villes transitives existent d'ores et déjà. L'idée de réintégrer de la nature au cœur des villes est de plus en plus répandue et de nombreuses initiatives vont dans ce sens. Végétalisation des zones urbaines, des façades d'immeubles ou des toits, piétonisation des centres-villes ou plus généralement la réappropriation de certains espaces publics par les citoyens. Quels que soient les plans de développement urbain, l'intégration de l'agriculture urbaine aurait un impact largement positif sur des aspects majeurs des villes: l'économie, le social et l'environnement. En effet, d'un point de vue économique, l'agriculture urbaine étant un nouveau marché en pleine expansion, elle permet l'apparition de nouvelles entreprises, et donc d'emplois directs. Mais elle est aussi génératrice d'innovation et donc d'emplois indirects. La création de formations pour les entreprises ou les particuliers, les différentes technologies liées à l'analyse des milieux de culture ou l'automatisation de la production. De plus, faire d'une ville la référence dans un domaine, ici la résilience alimentaire, est un atout majeur pour son rayonnement international. Elle permet d'attirer des investisseurs, chercheurs et événements, ce qui implique des retombées économiques évidentes. En ce qui concerne l'impact social, nous avons vu que l'agriculture urbaine est une source d'emploi pour les personnes en marge ou en réinsertion, du fait qu'elle demande très peu de qualifications. De plus, c'est un instrument éducatif ludique qui peut être utilisé aussi bien dans les écoles que dans les entreprises. Enfin, elle permet la formation de groupes réunis autour d'objectifs communs, la création de liens intergénérationnels et donc d'une meilleure cohésion sociale. L'impact positif de l'agriculture urbaine ne se limite pas aux aspects économiques et sociaux. C'est en effet du point de vue environnemental et dans une optique d'amélioration des écosystèmes que l'agriculture urbaine pourrait être la plus impactante. En effet, nous l'avons vu au cours des différents exemples évoqués dans les interviews, la réintroduction de la nature au cœur des villes permet à la fois d'améliorer la viabilité de celles-ci,
de lutter contre la pollution de l'air et des sols, tout en réduisant l'empreinte écologique liée aux importations. En général, les réglementations mises en place pour répondre aux enjeux environnementaux passent souvent par l'augmentation ou la création de nouvelles taxes, de formations obligatoires ou autres impératifs auxquels les entreprises doivent se soumettre. Ces mesures visent donc à réduire les émissions de pollution en contraignant les entreprises. Une politique de promotion de l'agriculture urbaine pourrait donc, au contraire, permettre à des nouvelles entreprises d'émerger tout en améliorant les écosystèmes et l'environnement. Dans une ville ultra-urbanisée comme Singapour, l'agriculture urbaine n'était au début qu'une tendance initiée par certains citoyens désireux de mieux contrôler la qualité de leur alimentation et de se reconnecter avec la nature. De ces initiatives est né un engouement. Un véritable mouvement s'est développé et c'est désormais plus de 20 000 personnes qui chaque jour s'entraident via des groupes Facebook pour produire leur propre alimentation. Plus d'1 millier de jardins partagés se rencontrent dans le cadre de concours organisés chaque année. Après un mois passé à rencontrer les acteurs de l'agriculture urbaine à Singapour et à partager leur quotidien, nous avons donc pleinement pris conscience des impacts positifs que cela pouvait générer. Les entreprises que nous avons rencontrées sont également très optimistes quant à leur développement futur. Aerospring est actuellement en phase d'internationalisation avec le soutien du gouvernement singapourien et Comcrop a pour objectif de cultiver jusqu'à 8 hectares sur les toits de la ville d'ici 5 ans. Le potentiel économique est en effet immense avec l'émergence de nouvelles entreprises, rivalisant d'ingéniosité pour trouver des systèmes toujours plus simples, plus efficaces pour produire ses fruits et ses légumes soi-même. L'idée d'une ville dans laquelle la nature retrouverait sa place et où pousseraient fruits et légumes en abondance, sur les toits des immeubles, les balcons des résidents ou encore les jardins des parcs publics nous semble à la fois idéal et réalisable. Alors, à l'heure de la course aux villes intelligentes, l'agriculture urbaine serait-elle un pilier essentiel de la ville du futur ?